qu'elles soient exportatrices ou même tournées vers l'intérieur Maroc, parce que les zones économiques et les zones industrielles se développent aussi au sein de notre pays. Donc en quoi cette intégration de ce mode de développement est important pour l'entreprise. Donc, sans trop tarder, j'ai passé la parole à Archibald. Juste quelques informations par rapport à l'organisation. Donc, vous pouvez, pendant la présentation, mettre vos questions dans le chat. Monsieur Belhsen va les rassembler et on va essayer à la dernière, disons le dernier quart d'heure ou dernières 20 minutes, de les poser à notre animateur qui essaiera d'y répondre. Pour celles qui sont un peu plus complexes ou qui demandent un travail, disons, là, ce sera peut-être par mail et on vous donnera la réponse soit à travers notre cabinet ou la SMEX. On sera tous à votre disposition. Donc, je passe la parole à Archibald et donc, et on est à votre disposition. À toi la parole. Merci, monsieur. Alors, juste pour être sûr, est-ce que tout le monde voit la présentation avant que je commence? Enfin, très bien, très bien. Oui, très bien. Parfait, très bien. Donc, étant donné une légère perte de temps, donc je vais faire un peu plus vite que d'habitude. Alors déjà, on va présenter qu'est-ce qu'est la FEMAC pour être sûr que nous commencions sur des bases saines. Alors, nous sommes une entreprise vraiment aidée pour aider à guider les zones économiques spéciales, donc ZES, à travers le monde. Nous avons maintenant près de 20 ans et nous avons une spécialité de fournir un vrai savoir-faire pour aider les entreprises à être conformes aux normes internationales et donc être plus prêts à répondre aux questions qui vont être économiques et de partenariat au niveau du monde. Nos clients sont surtout dans les développeurs de ces zones, avec en collaboration bien sûr avec les gouvernements et aussi d'autres organisations qui cherchent à attirer et développer les SEZ dans leur pays. Alors nous sommes une branche de FEMOSA. Et FEMOSA est la fédération qui en fait est liée à ONUDI et à CNUCED, qui sont en fait les organismes qui sont reliés avec l'organisation des ONG basée en Suisse. Alors très vite sur moi, donc je suis d'origine britannique, aussi français bien sûr. J'ai surtout travaillé dans le monde de la manufacture en Europe de l'Ouest et l'Europe centrale. Et c'est pour ça donc que j'ai été invité à faire part de FEMAC cette année. Et donc c'est pour ça aussi que je suis la personne qui se présente à vous, car je suis donc francophone. Il y a aussi d'autres partenaires qui sont spécialisés dans d'autres langues et qui sont donc spécialisés donc par exemple pour toutes les questions qui pourraient être sur l'Espagne, qui pourront arriver plus tard. Alors concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Bien sûr, donc le conseil technique, mais surtout donc tout ce qui est gestion de sécurité et aussi comment se présenter à l'international. Visite guidée, donc c'est surtout pour tout ce qui est quand vous avez besoin de faire un roadshow ou un déplacement dans une zone du monde et vous voulez rencontrer et voir comment ça se passe, quels sont les critères de leur issue qu'ils ont. Et bien en fait, ça vous permet, enfin avec nous, de vous présenter avec les personnes qui sont mieux à même de vous expliquer quelles sont leurs conditions et comment ils travaillent. Nous avons aussi, avec notre expérience, pas mal de modèles de gestion, de meilleures pratiques, car nous avons une visée mondiale. Et à partir de cela, donc, on a aussi des idées de comment les choses évoluent et quelles sont vraiment les best practices au niveau mondial. Bien sûr, pour tout ce qui est question de promotion et le relationnel. Par exemple, vous êtes une zone et vous souhaitez, par exemple, attirer un secteur économique d'une géographie donnée.
nous pourrions vous aider et vous supporter à garantir qu'en fait, vous parlez même aux personnes qui vont en fait potentiellement investir chez vous. Nous avons aussi toute une structure juridique. Il faut savoir que c'est pas toujours facile de comparer les questions juridiques d'un pays à un autre en termes de sécurité ou en termes de contrôle de certaines données. J'en parlerai tout à l'heure, donc par exemple pour tout ce qui est le bio dans le monde agricole, et bien sûr tout ce qui est le côté réseau commercial. Après tout, il est quand même plus facile de parler avec quelqu'un quand vous avez quelqu'un qui le connaît déjà ou qui moins parle sa langue. Ça facilite vachement le relationnel et de commencer avec un bon pied. Alors voici, vous donner une idée quelles sont les personnes avec qui nous pouvons travailler tout de suite ou vous mettre en relation. Alors qu'est-ce qu'une zone franche? Alors je vais faire très très vite. Une zone franche, ce sont vraiment un mélange, enfin ça peut être soit un port franc, soit une zone commerciale franche, et ce sont vraiment des zones exonérées de douane. Où en fait vous avez aussi toute une fiscalité qui vous aide à investir sur une zone donnée et ce qui facilite vraiment l'augmentation des flux commerciaux. Alors, dans cette branche, vous avez aussi tout ce qu'on appelle les zones économiques spéciales. C'est généralement donc une région donnée, généralement donc par l'État pour 50 ans ou 100 ans, où vous avez des droits de douane très favorables, des procédures de douanières très simplifiées, et la réglementation est vraiment limitée. Et l'idée, c'est de mettre en œuvre qu'en fait on puisse s'implanter et donc employer les gens dès que possible, faire rentrer les marchandises, les transformer, puis après pour sortir. Alors je vais passer un peu pour gagner du temps. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, le Maroc a fait un vaste plan d'accélération industrielle depuis 6 ans. Ils ont atteint leur objectif en 2017. Et donc maintenant, malgré la crise, ils ont quand même réussi à remplir leur cahier des charges. Les exportations depuis 6 ans ont augmenté de 10 à 27 milliards d'euros. C'est un secteur dans l'industrie qui a créé plus de 300 000 emplois. Et les partenaires principaux du Maroc sont actuellement donc l'Espagne et la France, bien sûr, mais suivis de près par les États-Unis et l'Italie. Mais en termes d'exportation, il y a aussi d'autres choses intéressantes. Vous avez la ministre britannique qui a réaffirmé son intention de travailler de plus en plus prochement avec les pays africains suite au Brexit. Le Maroc, avec ce qu'il se passe actuellement, a vraiment une chance de bien se positionner pour la relance de la crise post-Covid. Et bien sûr, Sa Majesté le roi Mohamed VI a aussi annoncé un plan de relance de 12 milliards pour soutenir l'économie. Donc vous avez un soutien à ce niveau-là. Après, donc pour tout ce qui est importation, donc il est vrai depuis quelques années, le Maroc a eu des soucis en termes d'importation de tout ce qui est l'énergie, mais je sais que le pays travaille beaucoup pour tout ce qui est énergie renouvelable. Et donc voici d'où viennent surtout ces importations. Donc vous voyez bien sûr que l'Espagne, la France, l'Italie sont très très présentes, avec bien sûr les États-Unis et la Chine. Avec ce qui se passe actuellement, avec le Covid, le Maroc a vraiment une chance de se mettre en avant vis-à-vis de d'autres pays dans le monde. Un, par sa proximité avec l'Europe et malgré tout avec sa proximité avec les États-Unis.
sachant qu'il y a vraiment des tensions non seulement un peu plus ouvertes entre les États-Unis et la Chine, mais aussi avec l'Europe et la Chine, le Maroc, étant donné qu'ils sont vraiment géographiquement très bien placés, non seulement pour les questions de rencontrer des personnes, mais aussi en termes de flux tendus pour tout ce qui sera du monde industriel, sont très bien placés, et surtout avec les investissements qui ont été faits et les avancées qui ont été faites depuis 10 ans, vous avez donc à peu près tout pour bien recommencer post-Covid. Ce qui aide aussi, c'est que vous avez un environnement politique extrêmement stable, surtout par rapport à certains de votre voisinage. Certains pays donc on aurait pu, il y a encore 15 ans, être un rival, mais maintenant ce n'est plus le cas. Et surtout, c'est que vous pouvez vraiment raccourcir tout ce qui sera les chaînes d'approvisionnement. Depuis aussi 10 ans, il y a eu un secteur automobile qui a explosé dans le pays. Donc ce n'est pas seulement la filiale automobile pure, vous avez aussi toute le chaîne d'approvisionnement, vous avez toutes les sociétés qui sont tout autour de cette industrie, qui sont aussi pourvoyeurs non seulement d'investissement, d'export, mais aussi qui emploient la population locale. Donc, si on résume très très vite le secteur automobile au Maroc, alors déjà bravo, vous avez réussi à dépasser l'Afrique du Sud, ce qu'il y a 20 ans n'était pas toujours prévu. Et donc maintenant, vous êtes le premier constructeur automobile de l'Afrique. Bien sûr, un grand clin d'œil à Zone Franche de Ketinra. Je vous montre vite fait sur la carte où se trouve en fait la majorité des productions automobiles en Europe. Et c'est donc justement toutes les sociétés qui sont intéressées par le côté de OEM. Si vous êtes déjà certifié par Volkswagen Group, Renault ou PSA, pour certains des produits que vous alimentez déjà au Maroc, vous savez que vous pouvez aussi potentiellement les alimenter en Europe. Sachant que vous avez quand même un avantage en termes de coût et de favoriser tout ce qui serait donc exportation. Aussi, d'un point de vue des zones économiques spéciales au Maroc, si vous avez déjà une OEM qui est déjà basée, on va dire, en Allemagne, qui fournit déjà Hambourg, qui fournit déjà Bratislava pour le groupe Volkswagen, il serait aussi potentiellement intéressé de pouvoir fournir au groupe Volkswagen au Maroc. Donc en fait, ça va vraiment dans les deux sens. Donc prenons aussi le secteur de l'aéronautique. Alors, le pays a réussi à vraiment attirer pas mal des grands, qu'on va appeler. Donc bien sûr, on les connaît tous, hein, Boeing, Bombardier, Safran, Thales. Et donc, avec ce qui se passe actuellement à Casablanca, vous avez Boeing qui malgré tout, continue à investir sérieusement de dollars, on parle de milliards, aussi en création d'emplois. Et ne se sont pas, entre guillemets, ce qu'on appelle des emplois de petites mains, ce sont vraiment des emplois qualifiés, ce qui est aussi intéressant pour la région, car ces gens-là sont généralement au niveau ingénieur ou Bac plus 4, ce qui apporte aussi un développement et un rayonnement économique à la région. D'un point de vue de l'aéronautique, sachant qu'actuellement en Chine, vous aviez donc jusqu'à environ cette année le fait que beaucoup de tout ce qui était rénovation des appareils se faisait en Chine. Et maintenant, avec les problèmes de supply chain et tout ce qui est zone de chalandise, vous avez vraiment une opportunité. Autre chose, le Royaume-Uni
est un endroit où il y a aussi beaucoup de production aéronautique. Alors, vous devez peut-être savoir que si jamais il y a ce qu'on appelle un hard Brexit, donc un Brexit où il n'y aurait pas de deal entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, il y aura à partir, donc littéralement dans un mois, même moins, la création de 10 zones économiques spéciales dans le pays, dont 5 qui vont être en Irlande du Nord. Et sachez que l'Irlande du Nord est un haut hub pour tout ce qui est aéronautique, mais aussi drone, et aussi tout ce qui est recherche et développement dans le secteur aérospatial. Donc c'est quelque chose que là aussi, trouver l'idée de partenariat entre les zones économiques spéciales que vous avez déjà au Maroc et aussi de pouvoir rentrer en contact avec eux pour pouvoir créer des liens privilégiés, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant parce que si vous avez les possibilités de produire à bas coût, mais eux aussi ont des besoins d'expansion, si jamais le Maroc peut se présenter comme un endroit idéal, ça serait quelque chose, et en plus vous êtes sur quasiment la même page horaire. Dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, donc c'est aussi un secteur extrêmement important pour le pays qui emploie beaucoup de personnes. Il y a aussi une forte exportation vis-à-vis de l'Espagne et aussi de la France. Il y a aussi certains petits programmes pour tout ce qui est moderniser les gestions de flux, pour tout ce qui est surtout le marché de gros, pour avoir un meilleur accès à de meilleurs prix au marché européen. Là aussi, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant. Je pense à des relations, par exemple, avec le port de Marseille. C'est quelque chose où je sais qu'ils seront très friands de pouvoir savoir comment ils pourraient vous aider aussi à pouvoir passer tout ce qui serait donc toutes les questions de douane. Alors, d'un point de vue des exportateurs, l'une des idées pour laquelle on a beaucoup parlé, c'est avoir accès à un label bio européen, car c'est quelque chose qui donne une plus-value à votre production. Et aussi, sachant que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les mœurs de l'Europe, donc garantir un marché sur le long terme. Mais l'agroalimentaire, ce n'est pas que de la production sur sol, c'est aussi le point de vue de la pêche. Donc, comme vous devez savoir aussi, en moyenne, un pêcheur français passe 70% de son temps dans des eaux britanniques. Et à l'heure d'aujourd'hui, il n'y aura pas de deal, et donc ils n'auront pas le droit d'avoir accès aux poissons dans les eaux britanniques. Donc, sachant qu'ils n'auront pas le droit d'avoir accès aux eaux britanniques, ils vont se déplacer ailleurs, près de leur port. Donc, le Maroc sera clairement une destination, et c'est quelque chose que le Maroc pourrait aussi voir aussi comme un succès, car pour toute la création de transformation des produits du poisson toute la transformation des produits bruts pêchés en mer, le transporter au Maroc, être transformé donc après dans les canettes, tout ce qui est donc dans la filiale de l'aluminium, pour après être vendu en Europe. C'est quelque chose sur laquelle vous pourrez aussi considérer votre potentiel. Alors, on va passer sur le prochain. Secteur du textile. Donc, le secteur du textile est un facteur aussi extrêmement important au Maroc. Vous avez plus de 1500 fabricants dans le pays. C'est un segment qui attire beaucoup tout ce qui est toutes ces questions d'exportation au large du pays. Encore une fois, pour essayer de gagner du temps, je suis vraiment navré. C'est vrai que avec ce qui s'est passé. Alors, actuellement, vous êtes aussi en concurrence avec la Chine, le Bangladesh, le Pérou et d'ailleurs aussi pour le Portugal.
Je sais que par exemple, le Maroc, vous avez pris beaucoup de parts de marché pour tout ce qui était la question du denim vis-à-vis du Portugal. Et pour l'instant, ça vous a assez bien réussi. Le souci aussi, c'est qu'il y a des demandes qui actuellement, pour cause des flux tendus et du problème de maritime, parce que voyager même avec des grandes barges, tout ce qui est la question euh, des barges venant, par exemple, de long coût de la Chine vis-à-vis aussi de l'Afrique, ne peuvent plus être tenues. Et donc sur ce, le Maroc a vraiment une chance de pouvoir vraiment prendre des parts de marché qui étaient avant plus ou moins contrôlées par les Chinois ou aussi le Bangladesh, avec ce qui va avec. D'un point de vue des ZES, sachant que vous avez pas mal de grands groupes qui sont déjà bien sûr implantés en Chine, en Bangladesh, et qui ont maintenant des problèmes pour remplir leur cahier des charges et de répondre aux demandes, vous pourriez aussi vous présenter à ces groupes et vous dire, écoutez, au lieu que ça prenne, on va dire, 3 à 6 mois pour qu'un conteneur arrive, surtout avec la mode qui change très très vite en ce moment, vous pourriez vraiment être une base offshoring sur laquelle on reviendra un peu plus tard pour attirer tous ces investissements. D'un point de vue de l'international aussi, je pense qu'un partenariat pour tout ce qui serait textile, mais de haute, tout ce qui est PPE, donc tout ce qui est au niveau médical, donc le Nonwovens Institute de North Carolina, je pense que ce serait un contact extrêmement intéressant. Ça vous permettrait aussi d'avoir des idées de comment vous présenter au marché américain, sachant que le marché américain reste quand même un marché extrêmement intéressant et au vu des changements politiques actuels, peut-être plus opportun. Alors, on va continuer sur le secteur médical. Alors, le secteur médical a vachement progressé aussi au Maroc. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis 15 ans, c'est vrai. Bon, 2% de PIB pour l'instant, mais je pense que ça a vraiment potentiel à s'accroître, surtout avec le zeitgeist actuel. Mais en plus, ce qu'il faut aussi voir, c'est que même si le Maroc importe un peu moins de la moitié de ses besoins en médicaments, il faut voir aussi cela comme une chance. Encore une fois, les questions de supply chain sont essentielles. Et si en plus vous avez quand même une population, c'est 35 millions, 36 millions au Maroc, donc c'est-à-dire que pour 18 millions de personnes, vous êtes en train d'importer de la marchandise. C'est quelque chose pour les zones économiques spéciales de contacter aussi les grands producteurs et leur dire non seulement avoir une couverture sur l'Afrique serait intéressante, pour pouvoir exporter sur l'Europe, nous sommes très bien placés, mais en plus déjà d'office, vous savez que ce sera tout aussi intéressant pour vous d'avoir déjà accès à une clientèle potentielle de 18 millions de personnes. Pour les exportateurs, encore une fois, on revient un petit peu sur l'idée du offshoring, mais le fait que être aussi proche de l'Europe, et depuis maintenant, ça va faire 10 ans que le monde médical a vachement progressé au Maroc, vous avez maintenant vraiment une chance et aussi une expérience pour pouvoir vous présenter au marché européen et vous dire qu'actuellement, vu que les Chinois ont quand même pris des grosses parts de marché pour tout ce qui était les médicaments génériques, le Maroc a aussi maintenant ça va s'apprendre. Bon, pour le secteur minier, on s'est surtout basé sur les phosphates. Les phosphates sont un point extrêmement important pour le pays. Donc, faut savoir que le Maroc a le plus grand stock de phosphate au monde et a quand même un potentiel d'être les plus grands exportateurs de phosphate là aussi dans le monde. Actuellement, vous avez eu des soucis par rapport aux problèmes d'efficacité et de présence à l'international vis-à-vis de la Chine. Donc, avec ce qui se passe actuellement, là aussi,
le Maroc peut vraiment s'attaquer aux parts de marché où là était la Chine, où là la Chine maintenant a des soucis pour remplir leur cahier des charges, et de se présenter avec quelques investissements, peut-être même par même certains investisseurs européens. Ça pourrait être quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est un marché lucratif, et aussi sachant que l'un des plus grands acheteurs du phosphate au monde, c'est l'Inde. Vous devez quand même savoir que actuellement l'Inde et la Chine ne sont pas au beau fixe. C'est aussi une chance, je pense, pour le Maroc de vraiment se présenter et être un partenariat, donc de créer des partenariats pour le long terme. Le secteur de l'innovation, alors ça va bientôt faire maintenant 2 ans qu'on parle non-stop de tout ce qui est l'industrie 4.0. Néanmoins, l'industrie 4.0, c'est vraiment la suite logique de l'évolution technologique et industrielle qu'il faut prendre en compte. Et c'est surtout là où toutes les questions d'efficacité et de production peuvent être améliorées grâce à l'industrie 4.0. Sachant que vous avez déjà réussi à prendre le pas sur l'Afrique du Sud en termes de production automobile et toutes les questions d'ingénieurs qui vont avec, vous avez déjà donc en fait sur votre sol un potentiel de faire grandir tout le savoir de l'industrie 4.0, mais aussi de proposer à d'autres industries. Avec ce qui se passe ailleurs aussi en Afrique, je pense qu'actuellement, le Maroc a vraiment une chance de prendre la place numéro 1, non seulement en termes de production, mais aussi en termes d'innovation. D'un point de vue des zones économiques spéciales, il est très important de comprendre que vous devez vraiment essayer de vous allier avec les universités locaux, aussi les centres techniques, et par exemple d'essayer de créer ce que la France avait commencé à créer et qui maintenant commence à porter les fruits. Je pense que c'était en 2002-2001, où c'est toutes les questions de pôle d'excellence. Par exemple, si on prend Casablanca, vous avez donc une forte investissement de l'aéronautique. Il serait vraiment juteux de vraiment vous présenter aux universités qui sont dans votre zone de chalandise et de leur expliquer. Actuellement, nous avons ces sociétés-là, ces sociétés-là, ces sociétés-là. Ils sont spécialisés dans surtout cette gamme de production. Ils sont aussi en train de rechercher dans ce secteur. Est-ce que vous, dans 3 ans, vous pourrez, entre guillemets, répondre à leur cahier des charges qui va être de nous avons besoin d'embaucher 50 ingénieurs. Il se peut que l'école ne soit pas en fait en capacité de pouvoir répondre à une telle demande d'ici 3 ans. En revanche, si vous parlez justement à vos clients qui sont dans votre zone et vous leur demandez, écoutez, nous, on voudrait vraiment savoir quelles vont être vos demandes dans 3 ans, car nous voudrions vous présenter aux universités locaux pour qu'ils vous aident à mettre en place tout un service éducatif pour répondre à vos demandes. D'un point de vue des clients qui sont déjà sur place, non seulement ça veut dire que vous comprenez vraiment pourquoi ils sont là, mais aussi vous les aidez à grandir et vraiment à prospérer dans la région. Bon, pour tout ce qui est délocalisation, il est clair que parfois en Europe, un certain marasme ne facilite pas, ne facilite pas vraiment l'agrandissement de certaines sociétés, surtout en termes d'industrie. Et c'est pour ça que vu la présence non seulement géographique du Maroc, mais aussi en termes de culture, c'est-à-dire vos relations avec l'Espagne, vos relations historiques aussi avec la France, le côté de pouvoir vraiment qu'une société puisse se délocaliser pas trop loin, parce que par exemple la Bulgarie ou la Russie, ça commence déjà à faire, c'est pas vraiment à côté. D'autres pays sur la zone méditerranéenne ne sont pas toujours au beau fixe ou n'ont pas la stabilité que présente le Maroc. En plus, avec tout ce qui est les faibles coûts de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui va continuer à se faire et je vous encourage vivement
être réceptif aux demandes quand une société veut venir, car la situation que nous avons actuellement ne va pas toujours exister et que c'est maintenant qu'il faut préparer. Alors, on en a parlé. Les zones franches. Donc, on va juste terminer sur les zones franches qui ont retenu particulièrement notre attention au Maroc. Donc, bien sûr, Tanger. Vous avez aussi Kenitra et Casablanca. Et ce sont vraiment trois des zones qui ont pour l'instant vraiment réussi à se forer une réputation au niveau international. Alors, les perspectives, pour faire encore une fois un peu plus court que prévu, vous avez des industries qui sont en plein essor. L'automobile, le textile, la pharmacie. Alors bien sûr, il y a le problème de 2020, il est mondial, mais c'est comment est-ce qu'on prépare l'après Covid et justement pouvoir attirer non seulement des investissements étrangers, non seulement d'un point de vue investissement pur, mais aussi des sociétés, permettra non seulement à l'industrie marocaine d'évoluer en même temps que ses voisins et amis européens, mais avec ses avantages, elle serait sans doute plus efficace. Voilà. Je préfère donner un peu plus de temps aux questions, étant donné que ça sera peut-être parfois un peu plus concret que la présentation. Merci beaucoup, Archibald, de cette présentation. Je pense que c'était très intéressant de zoomer sur les secteurs, disons, les plus porteurs au Maroc et ceux qui, disons, quelle stratégie pourrait être menée par les entreprises pour se développer, se basant sur des expériences réussies. Juste pour préciser, par rapport à l'Inde, enfin, l'OCP est très très proche, enfin, il y a une très forte relation. Je pense que c'est le client numéro 1 du Maroc, hein, de l'OCP, pour le Oui. phosphate. Et ils ont même, disons, un siège en Inde, donc ça c'est déjà fait. Par rapport à la formation, une petite précision aussi, c'est que il y a déjà pas mal d'actions qui sont faites, notamment sectorielles, enfin, le monde de l'automobile avec l'OFPPT, l'Office de formation professionnelle. Je pense que l'aéronautique, il y a aussi un centre de formation. Donc, ce sont de bonnes idées, mais certaines sont déjà, bien sûr, mises en œuvre. Bien sûr, là, on va laisser la place aux questions. Je ne sais pas si M. Belhassan, on a déjà reçu via le chat. Sinon, on est à votre disposition. Moi, si je peux me permettre, par rapport à votre expertise au niveau de FEMAC, je pense que l'intérêt des entreprises du Maroc par rapport à ce sujet de zone économique, zone franche, c'est d'abord l'attractivité. Comment rendre nos zones. Souvent, le Maroc a mis en place une politique de régionalisation avancée, c'est-à-dire on veut mettre en avant les régions. On a eu l'expérience de Tanger avec Renault, qui a été un pôle d'excellence et qui a été vraiment un grand succès. Donc là, maintenant, nous avons le projet de Kenitra. Enfin, tu as parlé aussi de l'aéronautique. Mais je pense que ce que la plupart des décideurs au Maroc veulent savoir, comment attirer plus d'investisseurs chez nous. Parce que maintenant, je sais qu'il y a plusieurs zones, comme pour citer l'agropole de Bni Mellal. Enfin, c'est spécialisé aussi par métier. Il y en a d'autres aussi qui a créé sa zone, etc. Maintenant, comment faire pour que le Maroc se démarque? Parce que je pense que par ailleurs, il y a aussi cette volonté. Ça, c'est une question. Je me permets de poser la première question. Et la deuxième, c'est nous avons un tissu économique constitué surtout de PME, PMI, hein, donc à peu près 96 ou 97%. Et la problématique pour les exportateurs, c'est comment aller ensemble gagner de nouvelles parts du marché. Souvent, les PME ont cette problématique, c'est elles n'ont pas la capacité d'avoir un directeur à l'international ou une connaissance marché. Et donc, toutes les questions de groupement, de consortium, je pense que c'est
comment dire, des benchmarks qui pourraient nous intéresser. Voilà un peu les deux axes qui me sont venus à l'esprit. Et je laisse la parole à M. Belhsen s'il y a d'autres questions. Pour le moment, il n'y a pas encore de questions sur le chat. Par contre, on va donner la parole à quelques personnes donc, qui ont levé la main pour poser des questions directes. M. Abdelaziz Tarji, vice-président de la SNEX. M. Tarji, vous avez le son. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bon, monsieur. Merci. Oui, je remercie M. Archibald pour son exposé, qui était très bien pour les données marocaines, les données que nous connaissons déjà. Cet exposé aurait été très bien pour des étrangers, mais c'est bien, il est bien fait. Moi, je suis désolé, j'ai pas assisté à tout à fait au début à la présentation de la FEMA. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est que la FEMA? Qu'est-ce qu'elle peut apporter un petit peu aux entreprises? Bien sûr. Oui. Bien sûr. D'ailleurs, je vous remercie pour votre question, parce que peut-être en effet, j'ai peut-être été un peu vite sur le sujet. Donc, à l'origine, vous avez FEMOSA, et FEMOSA est une ONG basée sur le Code civil suisse, reconnue par en fait les grands organismes qui dépendent de l'ONU, basée à Genève. Mais étant donné que c'est une ONG, ils n'ont pas droit en fait, ils font surtout en fait un registre, on va dire plutôt une bureaucratie, plutôt qu'un organisme qui peut en fait s'attaquer à des questions un peu plus économiques. C'est pour ça que FEMAC a été créé. Oui. Alors, FEMAC, c'est vraiment, c'est le point armé de FEMOSA. C'est l'entité qui peut vraiment présenter les zones économiques spéciales. Donc, je vais vous montrer ceci. Donc, c'est le conseil technique. Par exemple, il y a beaucoup de régions dans le monde qui en fait ont décidé, je vais créer une zone économique spéciale. Oui, mais sauf que ça se crée pas tout à fait comme ça. Et après, c'est bien entre guillemets, même si vous l'avez créé, vous avez réussi à encadrer. Après, il faut la développer. Il faut lui donner un rayonnement non seulement national, bien sûr à premier terme, mais aussi international. C'est généralement là où se trouve la valeur ajoutée. Après, donc, une fois que vous avez une zone économique spéciale, après, il faut savoir la gérer. Par exemple, si vous êtes, par exemple, est-ce que vous autorisez la production de chimie dans votre zone ou pas? Si vous avez une production de chimie, il y a certaines règles de santé pour sauvegarder la nature qu'il faut respecter. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça aussi, là aussi, FEMAC, nous avons l'expertise pour aider les zones économiques spéciales pour vraiment comprendre et optimiser ce qu'ils ont. C'est comme tout, vraiment comme je parlais tout à l'heure de l'industrie 4.0. Encore une fois, c'est un exemple. Beaucoup de personnes n'ont pas vraiment apprécié l'idée 4.0 il y a 2-3 ans, et maintenant, ce sont les personnes qui frappent à la porte. Il y a aussi tout le conseil juridique qu'il faut prendre en compte. Par exemple, si jamais vous voulez rentrer faire des relations bilatéraux, on va dire par exemple Casablanca et on va dire un aéroport important en Europe, on va dire par exemple Hambourg ou Francfort. Il y a aussi les considérations juridiques pour tout ce qui est IP, donc propriété intellectuelle. Là aussi, nous pouvons vraiment vous aider à mettre en place des structures. À la fin de l'histoire, une zone économique spéciale, elle doit vraiment accompagner les sociétés qui veulent investir chez vous. Si déjà la société a déjà prévu d'investir en dehors de son pays national, c'est déjà un stade. En dehors de l'Union européenne, c'est un deuxième stade. Mais en plus, s'ils sont prêts à prendre du temps à venir vous rencontrer chez vous, c'est qu'ils sont clairement intéressés. Et vous, en tant que zone économique spéciale, concrètement, si vous pouvez
répondre, parce que généralement, ils n'ont pas tellement de questions que ça, ils ont beaucoup plein de questions en détail, mais par exemple, ils ont aussi des grandes questions, ils veulent être rassurés. Par exemple, un autre exemple, on va dire, dans d'autres pays, l'une des raisons pourquoi est-ce que le Chili, la Chili en français, a réussi à attirer tellement d'investissements au niveau international par rapport à tous ses voisins, tout simplement parce que dans la constitution chilienne, c'est le seul en Amérique latine à avoir garanti la propriété privée. Et bien, quand on connaît un peu l'histoire de cette région, c'est vrai que ça aide vachement pour les sociétés à vouloir investir s'ils savent que l'État ne pourra pas le prendre du jour au lendemain avec un changement de gouvernement. Ça, c'est un cas extrême. Mais c'est pour vous donner un exemple. Et la dernière chose que peut faire FEMAC, c'est vraiment vous servir d'intermédiaire avec de nouveaux investisseurs. Par exemple, vous venez de recevoir depuis 2 ans, vous avez 3 sociétés, on va dire 3 sociétés espagnoles, une société marocaine qui sont spécialisées dans le textile. Donc clairement, vous avez déjà un pôle textile qui commence à se créer. Et en fait, vous allez vous dire, mais attendez, clairement, j'ai déjà tout ce qui est en place pour le côté textile. Mais ne serait-il pas intéressant que je m'informe, que je me présente, que je vois quelles seraient les sociétés italiennes qui pourraient aussi vouloir venir chez moi? Et là aussi, FEMAC pourra en fait vous préparer tout cela pour vraiment faire tout ce qui sera le benchmarking, l'identification de vos secteurs où vous êtes fort, préparer tout ce qui sera le marché, l'identification même des sociétés. Par exemple, vous saurez par exemple que qu'à la fin d'une campagne, vous pourrez en fait vraiment parler, dans un premier temps à cause de Covid, mais après bien sûr les recevoir en personne, parler à 50 sociétés qui ont un intérêt de construire quelque chose sur la mer Méditerranéenne et ils ne savent pas où. D'accord, mais pour être concret, moi, aujourd'hui, l'Association marocaine des exportateurs, qui est une association horizontale qui travaille avec toutes les fédérations, tous les secteurs, aujourd'hui veut installer une zone économique, une zone industrielle économique pour l'exportation. Et elle va installer différents secteurs, ou 1 ou 2 secteurs. Par exemple, moi, je suis président de la Fédération nationale d'électricité et d'électronique. Aujourd'hui, je suis président de l'heure. Et on a l'idée d'installer une zone industrielle dédiée au secteur électrique. Oui. Aujourd'hui, par exemple, le secteur électrique exporte sur l'Afrique et il a du mal à exporter sur l'Europe et sur les États-Unis. Et on va faire une zone dédiée avec un accompagnement comme une entité comme la vôtre, la FEMAC. Alors, comment vous pouvez nous accompagner cela? Alors, comment vous accompagner? Alors, ça sera déjà de comprendre déjà d'où vous venez et de comprendre où vous voulez en venir. Concrètement, ça veut dire quoi? Actuellement, vous me dites que vous avez des soucis pour exporter en Europe. Oui. Est-ce que c'est des questions? Alors justement, ça pourrait en fait être des questions entre guillemets toutes simples, mais de questions de label. C'est là que la structuration juridique. Non, c'est pas une question de label. C'est une question de protection non tarifaire que fait l'Europe. Vous connaissez bien l'Europe, comment elle se protège. Déjà, entre pays européens, c'est difficile avant quelques années, c'était absolument impossible d'exporter sur la France ou sur certains pays. Donc, c'est juste des protections non tarifaires. C'est pas une question de. Donc, c'est un accompagnement comme ça. D'abord, mettre en place une zone industrielle. C'est un saut. Comment vous pouvez accompagner et comment ça se fait votre accompagnement économiquement? Alors déjà sur l'Europe, je vous rappelle, si vous me permettez, que donc si les choses ne changent pas, dans 3 semaines, la 5e puissance économique mondiale va sortir de toutes les questions tarifaires européennes. Et je pense qu'ils seraient, non seulement ils vont aussi développer les zones économiques spéciales pour attirer les exportations externes. Je pense que c'est aussi, donc je parle du Royaume-Uni, je pense que c'est quelque chose que je vous conseillerais vivement de rentrer dedans,
Et c'est quelque chose, bien sûr, nous pourrions vous accompagner si jamais c'est souhaité. Concrètement, comment ça se passe? Déjà, c'est comprendre la supply chain. Vos produits électroniques vont quelque part. Donc, en fait, c'est de comprendre quels sont les acteurs. Par exemple, ça dépend vraiment des pays. Je vais vous donner un exemple dans lequel j'ai travaillé avant, le monde de l'ascenseur. Donc, par exemple, actuellement en France, le monde de l'ascenseur est tenu à 94% par les 4 grands. Je parle de Otis, Schindler, Kone et ThyssenKrupp Group. Et donc, bien sûr, d'un point de vue pour rentrer sur le marché français, vous devez vraiment passer par les 4 grands, sinon vous n'avez que 6% du marché national. En revanche, si jamais vous seriez intéressé pour plus rencontrer et pénétrer dans le marché allemand. Le marché allemand, bien sûr, vous avez les 4 grands, mais l'Allemagne n'a pas cette tradition, de Richelieu, de centraliser à tout va. Et donc, l'Allemagne est très morcelée. Actuellement, en Allemagne, vous avez bien sûr les quatre grands, mais aussi vous avez plus ou moins, je dirais, 7 à 9 moyens. Moyens, ils emploient quand même environ 1000 employés, pour juste dans le monde de l'ascenseur. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quand ces sociétés-là sont en train de construire leur boîte électronique pour tout ascenseur, ils se fournissent. Et généralement, ils voudront comprendre, mais est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent acheter de chez vous? Par exemple, actuellement, le marché, je sais aussi que le Maroc exporte très très bien vis-à-vis du marché turc, et je sais aussi qu'il y a beaucoup de productions électroniques qui passent par le marché turc, qui sont assemblées en Turquie, qui après sont revendues en Allemagne. Or que c'est justement, moi ce que je vous conseillerais vivement, c'est de comprendre la supply chain, quel est le client final des éléments qui sont utilisés. Alors bien sûr, je parle d'un sujet que je connais un peu mieux par rapport à d'autres, le monde de l'ascenseur. Mais ma question est toute simple, c'est qu'un produit fabriqué en fait au Maroc est transformé en Turquie et après est transporté et vendu en Allemagne. Ma question c'est qu'est-ce qui a été fait juste dans le monde industriel de l'ascenseur pour que le Maroc soit bien plus présent sur un secteur qui est déjà très très lucratif, ça c'est déjà très très clair, mais en plus qui serait extrêmement intéressant pour vous, surtout que si jamais vous voulez rentrer sur le marché européen. Vraiment, notre expérience avec mes équipes, c'est vraiment comprendre la supply chain, comprendre quel est le cheminement de l'article. Vraiment, vous pouvez commencer à comprendre déjà où sont les marges et qui les prend. Est-ce que question, c'est encore un peu de on prend une autre question de Monsieur Hamid Douche. C'est Hamid Douche. Oui, merci beaucoup. C'est Blahsel, vous m'entendez? Très bien, très bien. Très bien. Je voudrais à mon tour remercier M. Archwald pour sa présentation. J'ai 3 questions à lui poser. La première est de nature juridique. Concernant le statut des zones franches qu'il a exposé, il a mentionné effectivement l'existence de 3 zones franches au Maroc, à savoir Tanger, Kenitra et Casablanca. La question est la suivante à ce sujet-là. Un produit ou un article fabriqué dans une zone franche, est-ce qu'on le considère comme étant produit sur le territoire douanier marocain ou bien est-ce qu'il bénéficie du statut de l'extraterritorialité? Pourquoi je pose la question? L'Afrique, à partir du 1er janvier, va connaître le plus grand marché au monde, qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine, avec 1,3 milliard de consommateurs, un PIB de 3 000 milliards de dollars, pour exporter en franchise de douane un produit marocain vers n'importe quel pays africain dans le cadre de la zone franche, il faudrait que ce produit marocain ait été transformé ou qu'il y ait eu une valeur ajoutée au moins égale à 40%. Donc, la question, est-ce que le produit fabriqué dans les zones franches est considéré comme étant produit sur le territoire marocain et est-ce qu'il est éligible à la franchise, par exemple, de ces zones-là? Ça, c'est la première question. La deuxième, je regrette que vous n'ayez pas fait de benchmarking avec d'autres zones franches
qui nous entourent, hein, soit en Europe, soit dans d'autres zones, en Afrique ou ailleurs. J'aurais aimé que vous nous indiquiez comment se positionne le Maroc en termes de compétitivité internationale et d'attractivité des FDIs, des investissements directs internationaux, pour éclairer notre long terme. Je voudrais dire, toujours dans le cadre de cette question, tout à l'heure vous avez dit que l'un des avantages comparatifs du Maroc, c'est la faiblesse du coût des salaires. Je crois qu'on ne doit pas trop viser ou trop compter sur la faiblesse des salaires. Prenez le cas par exemple de la Chine, qui avait des salaires très bas, c'était l'usine du monde. Aujourd'hui, elle est en train d'exporter 300 millions d'emplois à l'étranger parce que le niveau de vie des Chinois s'est amélioré et les bas salaires ne sont plus valables. Aujourd'hui, ils ont installé une usine de chaussures en Éthiopie, tout le monde le sait, où les salaires sont de $50 par mois. Est-ce que cela est un modèle à importer ici chez nous? Et dernière question, elle a trait avec les chaînes de valeur. Aujourd'hui, l'Afrique, le Maroc aussi, continue à exporter un certain nombre de produits à l'état brut. L'ONIDI, puisque vous êtes accrédité auprès de certaines agences des Nations Unies, vous les avez mentionné tout à l'heure, pousse les États à investir, à transformer localement sur le continent africain, y compris sur le Maroc. Donc nous sommes à la recherche de co-investissement, de co-développement de nos économies pour pouvoir créer de la valeur, de la richesse et surtout créer des emplois, parce que c'est l'un des problèmes les plus pertinents que nous avons sur le continent. Je m'excuse d'avoir été long, mais je pensais qu'il fallait que je vous expose ce que je voulais dire à travers les 3 questionnements que j'ai posés. Je vous remercie. Mais merci à vous. Je pense que vos questions sont extrêmement pertinentes. Alors, j'ai essayé de prendre note. Pour la première question, oui. Alors, généralement, une zone économique spéciale est faite en fait pour que, par exemple, un produit brut d'un pays X vient au Maroc est transformé au Maroc et serait exporté à pays Y. Alors, bien sûr qu'il faut respecter certains quotas. Mais généralement, alors après, ça dépend de certains endroits du monde. Il y a certaines règles qui sont données vis-à-vis de l'État, qui sont les règles fondamentaux de la zone économique spéciale. C'est-à-dire que l'État va dire, très bien, donc on va payer de charges X, pas de question de fiscalité, pas de question de douane. En revanche, je veux, donc par exemple les 40%, je veux que minimum 40% de valeur soit ajoutée pour chaque produit transformé qui ne sera pas taxé en douane quand il rentre et quand il sort. Mais ça, généralement, c'est aux zones eux-mêmes, avec leur relation avec l'État. Voilà comment ça se fait. Là aussi, c'est question de structuration juridique que nous pourrions aider aussi en termes de les questions de gestion et de best practices, les meilleures pratiques que nous avons aussi connues dans le monde. Pardon, votre deuxième question était sur la question de sur la question de la Chine, bien sûr. Donc, alors, bien sûr, l'idée que le Maghreb même soit juste un pays, juste une région où il y a du bas coût, bien sûr que non. J'en parlais surtout pour tout ce qui était les questions du textile, où là aussi, actuellement, c'est rarement les salaires les plus prenants dans la structure, on va dire, économique du textile. En revanche, c'est pour ça que je parlais vraiment d'innovation, d'industrie 4.0 et de l'avancée technologique qui a été faite avec les investissements des 4 grands aéronautiques et aussi des 3 groupes automobiles. Je pense que justement, le Maroc est en train de changer vivement sa stature au niveau international. Et pour en finir, comme vous disiez tout à l'heure, le fait que les questions de les produits bruts sont transformés, c'est exactement ce que je répondis tout à l'heure à la première question, qui était que il y a beaucoup de choses qui sont produites à un stade initial au Maroc, qui sont après exportées vers d'autres pays, ils sont retransformés, et à partir de là seulement, ils sont importés en fait dans l'Union européenne. Je pense que le Maroc a vraiment son mot à dire, que maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, et le fait que vous, avec votre position, avec votre rôle,
ce sont des choses qui n'étaient pas aussi efficaces il y a maintenant 25 ans. Et c'est pour ça que non, moi je pense que... Pardon. Non, vas-y. Après, j'ai une petite question. Non, justement, je pense vraiment que c'est quelque chose que savoir comprendre la supply chain, qui est le client final, et vraiment d'aider à attirer les sociétés qui font la deuxième ou la troisième transformation, qu'ils viennent investir au Maroc. Pour eux, c'est tout bénef, parce que vous avez les questions de supply chain. Avec le flux tendu que vous avez actuellement, je donne un exemple concret. Bon, la vraie, c'est encore une fois, c'est un exemple britannique, mais vu que je suis actuellement de très près ce qui se passe au Royaume-Uni, vous avez l'usine Honda automobile qui n'arrive pas à recevoir leurs pièces détachées pour la construction. Ils vont devoir fermer l'usine parce qu'ils ont été en flux tendu et parce qu'ils prenaient des pièces qui étaient en fait fabriquées en Chine, ils n'arrivent pas à les produire, enfin ils n'arrivent pas à les recevoir. Alors que justement, la Chine, c'est l'autre côté du monde. Et je pense que là, pour le coup, le Maroc, ne pas de copier ce qu'a fait la Chine, mais de prendre des bons exemples. Et par exemple, si quelqu'un était intéressé, c'est vraiment de prendre contact avec l'usine Honda, leur faire, ou le groupe Honda, et faire écouter, concrètement, vous avez besoin de ces pièces-là, ces pièces-là, ces pièces-là. On fabrique déjà, c'est souvent le cas dans le monde automobile. Beaucoup de pièces vont dans beaucoup de sociétés. Ils sont pas comme une équipe de foot. Ils vont pas rester sur le même maillot. Et concrètement, nous pourrions peut-être vous les produire. Je pense qu'actuellement, le directeur de l'usine Honda, il serait extrêmement réceptif à ce genre de proposition. Et pardon, quelle était la troisième question, s'il vous plaît? La compétitivité du Maroc, qu'est-ce qui fait que par rapport... Alors, merci. Donc, peut-être que les zones économiques spéciales en Europe sont interdites. C'est pour ça que le benchmarking, c'est un peu compliqué. Et actuellement, sachant que votre pays voisin, l'Algérie, si je ne me trompe pas, n'a toujours pas de constitution, c'est un peu compliqué et pas très fair play de faire un comparatif avec un pays qui est très très stable, comme le Maroc, et l'Algérie où il y a un peu plus de tensions. Faire une comparaison avec la Tunisie, qui là aussi ils ont quelques tensions où ils n'ont pas la même réputation de stabilité. La Libye, ça serait une insulte pour les deux parties, je pense. Et l'Égypte est un peu loin pour faire un comparatif avec les SIZ que vous avez par rapport à d'autres endroits, littéralement l'autre côté du continent africain. Et c'est pour ça que je ne me suis pas permis de faire un comparatif. J'aurais pu le faire pour un niveau international, mais je n'ai pas eu le temps. J'en suis navré. Pour la compétitivité, je pense que l'éducation vraiment, et là pour le coup, je pousserais que toutes les zones économiques spéciales prépare un plan d'action pour surtout tout ce qui était les PME, PMI, à vraiment non seulement que les responsables d'innovation, mais aussi les patrons ou même les propriétaires de ces sociétés comprennent ce que ça veut dire l'industrie 4.0. Je vous donne un exemple très concret. Donc actuellement, je vous parle de la République tchèque, et à l'est de la République tchèque, vous avez la Moravie, qui a tourné vraiment à 100% maintenant depuis 25 ans avec l'ouverture de la République tchèque dans l'Europe. Ils avaient une main-d'œuvre qualifiée, peu chère, et ils ont carboné, vraiment, ils ont très très bien fait, ils ont vraiment pris des parts de marché très intéressants sur même l'Espagne et le Portugal. Mais actuellement, ils n'ont pas innové, et actuellement, malgré les tarifs qui sont en place, justement, on en parlait tout à l'heure, la Turquie et aussi l'Ukraine commencent à prendre des parts de marché au niveau industriel chez eux. Alors que ça fait maintenant 3 ans de suite, et j'en parlais tout à l'heure avec l'un des responsables de la région, ils n'ont pas assez pour éduquer les sociétés qu'il faut qu'ils soient en avance vis-à-vis de la technologie. Comprendre ce que c'est l'industrie 4.0 sera l'une des clés pour la deuxième transformation de l'économie marocaine. La première, c'est a commencé, on va dire, vraiment en 2014, et a fini donc cette année. Mais la deuxième transformation, l'industrie 4.0 sera vraiment la solution, et c'est là aussi que sera en fait le meilleur investissement à long terme, et aussi pour garantir les emplois des Marocains.
Merci Archibald. On prend Juste une petite précision qu'on a vue peut-être en parallèle avec ce que disait M. Tahaji, que je salue, c'est que on a vu à travers les webinaires qu'on a organisés que les entreprises marocaines, malheureusement souvent, enfin exportatrices, passaient par des traders parce qu'ils n'avaient pas la capacité de connaître justement les pays et ne se faisaient pas aider. Donc souvent ce sont des traders, souvent français, qui, eux, ont des appuis à l'international à travers des organismes publics et même des fois des ouvertures régionales, de maisons régionales qui leur permet de connaître le pays. Ceux qui n'ont pas, dans les zones où ils n'ont pas tout ça, ils se font aider par justement des experts un peu genre FEMAC. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Et on voit beaucoup d'entreprises, on a eu des cas sur lesquels on est en train d'essayer de les accompagner sur des marchés compliqués comme la Chine, où le trader prenait toute la marge. Donc, il fait vraiment sens qu'il y ait un accompagnement, peut-être qu'au niveau aussi de notre administration, il y ait des leviers pour que les entreprises marocaines, à majorité PME, PMI, aient une possibilité de connaître ces marchés-là et des moyens peut-être financiers et des leviers pour savoir où exporter. Ça manque énormément et ça évite, enfin, ça empêche les entreprises marocaines de monter en charge. Il y a eu une question. Si vous me permettez juste un petit point là-dessus, entièrement d'accord avec vous, je vous rejoins à 100%. Concrètement, c'est ce que je disais pour répondre aussi à la première question, comprendre la supply chain et que justement que si jamais vous pourriez, si le PDG de ces petites et moyennes entreprises pourrait rencontrer le client final. Vous allez me dire, mais peut-être qu'il parle pas allemand. Ça tombe bien, chez FEMAC, on parle allemand. Je pense même qu'il y a très peu de langues au sein de FEMAC auxquelles nous sommes pas au niveau natif. Et à l'heure d'aujourd'hui, si je me trompe pas, ça serait le grec et les pays scandinaves. Mais ça tombe bien, ils parlent aussi très bien anglais là-bas. Surtout à ce niveau-là. Donc aussi l'idée de pouvoir rencontrer le client final avec quelqu'un qui parle sa langue native est un atout que même certains traders, d'ailleurs français aussi, n'ont pas. Si le trader français parle plus que l'anglais, c'est même rare. Tout à fait, oui, tu as raison. Il y a une question arrivée par le chat où quelqu'un demandait... non, il y a des personnes qui ont demandé de prendre la parole, donc de poser des questions. Madame Nadia Zdo. Oui, bonjour tout le monde. Donc je vous remercie pour la présentation, pour le thème qui est très intéressant. Alors moi en fait, je vais poser en fait la question, mais dans l'autre sens. Donc est-ce qu'on peut avoir un retour d'expérience de la FEMAC par rapport aux nouveaux secteurs à fort potentiel au niveau desquels le Maroc peut se positionner avec tout ce contexte actuel de Brexit et de relocalisation d'industries européennes. Donc ça c'est la première question. Compte tenu bien évidemment de l'infrastructure dont dispose le Maroc et qui représente un atout en termes de compétitivité bien évidemment par rapport à d'autres pays. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, vous aviez parlé depuis tout à l'heure sur la value chain, la supply chain plutôt, et donc moi j'ai une question faite par rapport au rôle de la FEMAC. Est-ce que c'est au-delà du networking, de la promotion avec des investisseurs potentiels par exemple ou avec des donneurs d'ordre potentiels? Et est-ce que justement, je ne veux pas dire une garantie sur les résultats, mais pourquoi en fait je vous parle de cela? Parce que je représente les écosystèmes de l'industrie de la métallurgie. Allô? Et donc, allô? On vous a perdu, madame. Madame. De lancer l'écosystème d'équipement agricole, mais en même temps, l'écosystème des éleveurs. Madame, est-ce que vous pouvez reprendre la deuxième question parce qu'il y avait une coupure de son. Il y avait une coupure de son. Est-ce que vous pouvez répondre? La deuxième question, est-ce que vous pouvez la répondre, s'il vous plaît? D'accord, je m'excuse pour ce petit problème technique. Donc je disais en fait par rapport à la deuxième question, moi j'avais une question en fait, c'est par rapport à la supply chain. Et donc là je me pose la question un petit peu sur le rôle de la FEMAC. Est-ce que c'est au-delà de la promotion et du networking avec des investisseurs potentiels?
qui voilà, pourront soit s'installer au Maroc, soit des donneurs d'ordre qui restent en Europe et avec lesquels les entreprises marocaines peuvent travailler comme prestataires. Je pose la question parce que, comme je vous ai dit, je suis la directrice en fait des écosystèmes des IMM avec la fédération des IMME, là c'est la FIM. Et donc, dans ces écosystèmes-là, on avait prévu de créer carrément ou de lancer une nouvelle industrie autour des machines agricoles et autour des vélos. Or, ces deux écosystèmes reposent sur en fait l'attractivité de locomotives qui justement vont un petit peu catalyser, je dirais, ou booster le développement d'un écosystème compétitif spécifique à ces deux secteurs-là. Donc, une question à la FEMAC. Comment est-ce qu'elle peut déjà nous accompagner pour justement rentrer en contact avec des investisseurs potentiels directs? On a déjà identifié par exemple le Bike Valley au Portugal, on a identifié quelques donneurs d'ordre. Et justement, le rôle de la FEMAC, est-ce que ça va juste se limiter à une promotion, à du networking, à une mise en contact, ou bien il y aurait un accompagnement par la suite, pour ne pas dire une garantie en fait du résultat? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, madame, pour ces questions très pertinentes. Non, je pense que pour le côté purement networking, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui seraient absolument ravis de vous proposer cela. Non, nous préférons, si vous me permettez, rentrer dans le cru et être plutôt dans le concret. Donc, en effet, non, nous sommes en fait déjà en contact de par ce que nous faisons aussi à côté de FEMAC. Avec des investisseurs, avec des gens qui sont en logistique, avec des gens qui ont des soucis pour rentrer sur certains zones de chalandise, mais aussi pour les améliorer. Donc non, nous pourrions vous accompagner, mais ça serait surtout aussi dans le concret. Donc par exemple, je suis bien au courant que le Portugal et l'Espagne sont des partenaires privilégiés pour le Maroc, mais je pense qu'il serait un peu dommage de ne pas avoir d'autres partenaires avec qui peut-être vous n'avez peut-être pas pensé aux premiers abords, qui seraient intéressants. Si on prend juste en termes de, vous avez parlé de vélo, c'est cela, ou de mobilette? Allô? Allô? Je parle tout le monde. Alors, on prend une autre question, si vous permettez. Monsieur Salah, EL, donc le nom n'est pas écrit en totalité. Monsieur Salah? Non. Madame Ghafir? Madame Hajar Ghafir, vous voulez poser une question? Monsieur ou Madame Ahmema, vous voulez poser une question? Monsieur Salah? Oui, bonjour, juste, je me présente, c'est Salah Al-Qatra, responsable de One Maroc, dans un groupe. Monsieur? Allô? Oui, on vous monsieur. entend. Je vous entends. Ok. Donc, je suis Salah Al-Qatra, responsable de One Group, dans un constructeur automobile au Maroc. Et je réponds sur la question de l'origine que notre collègue il a posée auparavant sur la question est-ce que la composition des intrants qui sont produites ou bien la valeur ajoutée en France, est-ce qu'il est incluse ou non? Ça dépend en fait, ça dépend de l'accord qui lie le Maroc et son partenaire, soit l'Union européenne ou bien les pays arabes. Ou bien Absolument. si on prend l'exemple, par exemple, le Maroc, l'Union européenne, oui, la zone franche, elle est incluse. Si on prend, par exemple, l'accord Taysir de la Ligue arabe, non, c'est pas inclus. Hein, donc, toute la production qui est originaire des zones franches n'est pas incluse, même si lorsqu'on calcule la règle de 40-60%, on ne prend pas en considération les pièces qui sont d'origine des zones franches. Donc ça, c'est juste une précision pour, par exemple, même pour Maroc, par exemple, avec l'accord de libre-échange avec les Émirats arabes unis, les zones franches sont incluses. Donc l'origine qui est produite dans les zones franches, il est incluse. Avec la Turquie, il est incluse. Avec les pays d'accord d'Agadir, oui. Pour l'Afrique, ça pose un problème.
On parle déjà, c'est une orientation du Maroc et tout, mais point de vue commercial, à part la Guinée qui est un petit marché, nous n'avons pas des accords commerciaux. Nous attendons l'accord, comme on les appelle, la ZLK, c'est ça, l'accord du libre-échange africain, mais jusqu'à maintenant, il faut attendre sur le mode opératoire pour le juger est-ce que ça va marcher ou non. Deuxième point que on a parlé de benchmarking, moi je ne sais pas si apparemment l'Afrique du Sud c'est un bon benchmark sur les zones de développement, d'accélération industrielle. Je ne sais pas si notre expert est-ce qu'il a des idées sur ce qui a été pratiqué dans l'Afrique du Sud. Oui, merci beaucoup pour vos points. En effet, très 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 bien expliqué d'ailleurs. Alors, je vous avoue que, étant donné que je ne parle pas le néerlandais, que j'ai en fait l'une de mes collègues qui est elle-même afrikaans, c'est plutôt vers elle qu'il faudrait. Je vous avoue, je suis navré de ne pas pouvoir répondre avec tout l'optimisme que je voudrais. Elle, c'est plutôt la personne au sein de FEMAC qui s'occupe de genre des questions. En revanche, ce que je peux dire sur l'Afrique du Sud, c'est que depuis environ 10 ans, ils perdent certains points en termes de vitesse d'innovation et de potentiel industriel, parce qu'ils ont fait certaines réformes internes qui n'ont pas vraiment aidé à l'accroissement économique. Mais je sais que, d'ailleurs, comme tellement d'autres pays du continent africain, le potentiel est absolument incroyable. Bien sûr. Archibald, on donne la parole à une dernière question donc à Madame Hajar Ghafir. Oui, bonjour. Madame. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, je vous remercie pour la thématique proposée. Donc, je me permets de poser ma question, qui pourrait vous paraître un peu hors sujet, la thématique exposée aujourd'hui, mais je me demande bien quelle est la face cachée d'un retour au protectionnisme, qu'on qualifie d'être d'un protectionnisme gris ou maquillé, et qui entrave les exportations marocaines, plutôt les exportations agricoles, textiles et autres. Donc, je vous remercie pour votre réponse et très bon courage. Merci pour cette question. Oula, on rentre sur un sujet qui peut parfois être assez sensible sur le continent. Je le dis avec un point de vue britannique. C'est l'une des raisons pourquoi il y a eu Brexit, c'est parce que justement le protectionnisme n'était pas du tout dans le sens de comment, en tout cas, le Royaume-Uni voyait le monde. En effet, certains, donc je pense qu'on peut être d'accord sur que la politique de la Maison Blanche des États-Unis a été un petit peu sur le protectionnisme depuis 4 ans. Je pense qu'on l'a tous à peu près remarqué légèrement. L'Union européenne a aussi une politique assez fermée, c'est ce qu'on appelle le club des riches, c'est pas par hasard. Mais je pense pas que ça peut durer longtemps. Ça peut pas durer longtemps et surtout, je pense que il y a aussi d'autres endroits à regarder pour la clientèle. Regardez l'essor de ce qui se passe ailleurs dans le monde, et je pense que vous avez aussi là un potentiel d'export extrêmement intéressant. Mais pour le contexte du protectionnisme, je pense que il y a protectionnisme et protectionnisme, et il y a aussi la question de savoir comment il faut en fait naviguer les règles et les protocoles pour en fait après vous en affranchir. Je pense qu'il y a aussi ça et aussi hélas une certaine dose de cynisme à prendre en compte. Je pense aussi aux pléthories comment dire d'excuses qui peuvent être créées pour après en fait changer complètement sur le sujet. Par exemple, donc c'est ce que disait tout à l'heure le monsieur auquel je suis navré, j'ai oublié son nom, je le retrouverai tout à l'heure. C'est par exemple un produit qui est en fait qui arrive d'Europe, mais qui est transformé dans une zone franche
au Maroc, re-rentre en Europe, et puis en fait, d'un point de vue juridique, elle n'a jamais quitté l'Europe. Donc en fait, ça c'est aussi une façon de contourner le protectionnisme. Merci, Cheikh Moumi. Oui, il y a des questions qui sont venues par le chat qui ont été posées directement, mais il y en a une qui ne l'a pas été. C'est l'avenir, enfin quelqu'un qui demande quel est l'avenir des zones franches au Maroc, vu les menaces de l'Union européenne de le blacklister. C'est-à-dire l'Union européenne voit ces développements des zones franches et zones économiques au Maroc comme attractifs pour la main-d'œuvre, pour les projets, et donc est-ce qu'il y a un risque que le Maroc soit blacklisté par l'Union européenne? Je pense que dans l'état actuel de l'Union européenne, il serait... pardon, je vais répondre ça en deux questions. Déjà, bravo, c'est bien la preuve que ça fonctionne. C'est bien la preuve que l'économie marocaine est florissante. C'est bien la preuve que les produits sont de bonne qualité. C'est bien la preuve que vous prenez des parts de marché. Je pense que non. Clairement, c'est clairement, c'est donc depuis 10 ans, c'est une réussite. Je pense pas qu'il y aura vraiment des questions de blacklister. Je pense que les investissements du groupe Peugeot, PSA pardon, Renault et bien sûr de Volkswagen n'est pas par hasard. Et bien sûr, ces sociétés-là vont aussi vouloir protéger leur investissement et ils ont pas mal d'influence au niveau national de leur pays respectifs, aussi au niveau européen. D'un autre côté, l'Union européenne n'a pas vraiment le choix. Elle a tellement pas réussi à garder l'industrie chez elle. N'oublions pas, par exemple, il y a encore 2 semaines, si je me trompe pas, à la frontière française et belge, vous avez l'usine Bridgestone qui vient de fermer. Si je me trompe pas, c'était 430 emplois partis. Bon, voilà, clairement, ils ont fait une politique qui n'est pas très attrayante pour les industriels. D'ailleurs, je pense que c'est une autre preuve de notre conversation. Je n'ai eu aucune question sur je suis société marocaine, je voudrais m'installer pour produire en France. Je n'ai pas eu cette question. C'est bien la preuve que c'est peut-être pas l'endroit le plus intéressant pour une manufacture à l'heure actuelle. Avec ce qui se passe actuellement, avec mine de rien le malentendu qu'il y a entre l'Union européenne et les États-Unis, entre l'Union européenne et la Russie, entre l'Union européenne et la Chine, et actuellement donc ce qui va se passer demain dans la journée, tout le monde, j'imagine, vont être aux premières loges, avec Van der Leyen et Boris Johnson. Je pense que justement l'Union européenne n'aurait absolument aucune raison pragmatique à vouloir punir le Maroc de son succès. Merci. Alors l'autre question aussi qui n'a pas été posée, c'est quelle peut être l'assistance technique que peut apporter le FEMAC pour coordonner la production et l'export des pays de la ZLECAf qui ont des zones économiques et zones franches. C'est-à-dire maintenant que, une fois que cet accord, on connaîtra un petit peu tous les détails et les tenants et aboutissants, comment la FEMAC pourrait aider à booster les zones économiques au sein de cette zone qui sera. Alors je pense qu'il y a déjà sur 2 niveaux. En première chose, c'est d'aider à gagner en efficacité sur la zone en elle-même. On parlait aussi bien au niveau juridique qu'au niveau bureaucratique, qu'au niveau logistique, et aussi, bien sûr en termes de tout ce qui serait les dernières évolutions technologiques à ce niveau-là. Par exemple, tout ce qui sera Industrie 4.0, tout ce qui serait dans le blockchain. Enfin, il y a beaucoup de choses pour gagner en efficacité, mais ça c'est purement en interne, et c'est ce que pourrait appeler un propriétaire de SEZ, on va dire. Oui, mais ça, ce ne sont que des coûts, bien sûr, pour un peu d'efficacité, mais surtout des coûts. Mais là, ce que FEMAC pourrait aussi aider, c'est rencontrer non seulement des partenaires à l'international. Par exemple, donc, on m'a parlé tout à l'heure, je pense que la dame était responsable de la production métallurgique, ou de l'association des producteurs métallurgiques au Maroc. Par exemple, donc nous venons de finir une étude pour le pays de l'Islande,
qui ont aussi besoin de se rénover au niveau industriel, surtout en termes d'aluminium, en collaboration avec le poisson. Et c'est pour ça que j'avais parlé du poisson tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment des synergies à créer pour créer que la richesse soit créée au Maroc et après exportée ailleurs. Mais non, aussi FEMAC peuvent aussi les aider non seulement à retrouver des investisseurs, mais aussi pour aider les clients qui sont chez eux pour mieux exporter, que ce soit non seulement pour l'Europe, hein, on parle beaucoup d'Europe, mais il y a aussi d'autres endroits dans le monde où faire des affaires, il fait bon d'y vivre. Bien sûr la Turquie, je pense aussi au Brésil, qui sont des pays où l'économie fonctionne pas si mal que cela après tout, et qu'il faut justement, en revanche, pour vraiment être bien introduit, mais aussi pouvoir bien accompagner les gens pour que leur expansion se fasse correctement, car il y a bien sûr une chose qui est importante, c'est faire entre guillemets ce qu'on appelle la première vente, les premiers 6 mois de la relation, mais après il faut la grandir et il faut la persévérer, et ça c'est aussi quelque chose que FEMAC peut soutenir. Merci Archibat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Une question, donc on va donner la dernière question avant de clore. Madame Sena Mehdi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vraiment, je vous remercie pour l'invitation. Je vous félicite pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je me présente, c'est Sena Mehdi, ingénieure agronome, consultante. J'aimerais savoir, bon, vous avez bien parlé sur les côtés, enfin, l'exportation de produits. Qu'en est-il de services? Parce que je fais beaucoup, enfin, je suis consultante et j'exporte, voilà, les consultations au profit des multinationales, principalement de semences de produits agricoles. Qu'en est-il de ce secteur-là? Voilà, merci beaucoup. Non, merci à vous. Je pense qu'au niveau de service, je pense que d'un point de vue de culture agricole marocaine, il y a un secteur sur lequel j'ai un peu travaillé, qui est donc le secteur de l'eau en agriculture et aussi pour tout ce qui serait hors sol. Je sais que par exemple, donc de l'autre côté de la frontière, en Algérie, il y a eu pas mal de développement pour tout ce qui était le côté agricole en plein désert. Avec l'assèchissement qui se passe en Europe, peut-être que vous ne le savez pas, mais par exemple la teneur en alcool des vins, on va dire dans la moitié sud de la France, de l'Italie et aussi de l'Espagne, ont vachement augmenté depuis, on va dire, 10 à 15 ans. Pour la simple bonne raison, c'est qu'il fait plus sec, et donc il y a plus de soleil, et donc il y a plus forte teneur en alcool. Où je voulais en venir, c'est parce que je pense qu'en termes de service, ce que vous pourriez exporter avec une certaine fierté aussi, une certaine connaissance, ça serait toutes les questions de comment combattre la sécheresse au niveau agricole, non seulement pour la production, mais aussi en termes de sauvegarde des terres, pour empêcher tout ce qui serait érosion par le vent. Est-ce que ça fait sens? Très bien, merci beaucoup. Alors, Cheikh Moumi, donc, on doit clore. Merci Sibel Hassan. Donc, je tiens à remercier tous les participants à ce webinaire. Je pense qu'on a eu beaucoup de questions intéressantes. Donc, comme je disais au début, moi-même et avec Archibald et toute l'équipe FEMAC, nous sommes à votre disposition. Juste pour un petit rappel que j'ai pas dit au début, c'est que je représente FEMOSA au Maroc et en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest. C'est tout nouveau. Donc, on sera à votre disposition s'il y a des projets concrets, s'il y a des questionnements qu'on n'a pas pu couvrir jusqu'à présent, avec Sibel Hassan aussi et toute l'équipe de la SMEX. Je remercie beaucoup Archibald pour toute cette expertise qui était vraiment très intéressante, ainsi que Zoé, enfin, et toute l'équipe FEMAC qui sont peut-être avec nous à l'écoute aujourd'hui. Et bien sûr la SMEX pour ces rencontres toujours riches de partage. Donc je vous souhaite
une bonne journée et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans un prochain webinaire. Merci Sibel Hassan aussi pour votre aide et organisation logistique. Alors, pour ma part, au nom du président de la SMEX, donc, je vous remercie pour votre participation. Je remercie Monsieur Archibald pour sa présentation, pour ses réponses claires aux membres. Bien entendu, nous resterons en contact, donc, pour tous les détails, donc, qui proviendront de nos membres, donc, pour essayer de donner les réponses qu'il faut. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci Archibald. Merci, au revoir. Au revoir. Fucking hell.